Typhon. Chapitre 1. L'aspect du capitaine McWhirr, pour autant qu'on en pouvait juger, faisait pendant exact à son esprit et n'offrait caractéristiques bien marquées de bêtise, non plus que de fermeté. Il n'offrait caractéristique aucune. McWhirr paraissait quelconque, apathique et indifférent. Tout au plus pouvait-on parler parfois de son apparente timidité. Cela venait de ce que, à terre, il avait l'habitude, assis dans les bureaux maritimes, de rester les regards baissés et vaguement souriants. S'il relevait les yeux, on remarquait que ses yeux étaient bleus et que leur regard était droit. Des cheveux blonds et extrêmement fins encerclaient d'un duvet soyeux le dôme chauve de son crâne d'une tempe à l'autre. Sur sa face hâlée, par contre, le poil roux et flamboyant semblait une poussée de fil de cuivre coupée au ras de la lèvre. Sur le plat des joues, et d'aussi près qu'il se rasa, des lueurs de métal et de feu passaient dès qu'il tournait la tête. Il était d'une taille plutôt au-dessous de la moyenne, légèrement voûté et de membrure si vigoureuse que ses vêtements paraissaient toujours un rien trop étroit pour ses bras et ses jambes. Incapable de concevoir ce qui est dû aux différences de l'attitude, il portait toujours et partout un chapeau melon brun, un complet de teinte brunâtre et d'inélégantes bottes noires. Cet accoutrement peu marin donnait à sa tournure épaisse un air d'élégance étrange et guindée. Une mince chaîne d'argent barrait son gilet, et jamais il ne quittait son navire pour aller à terre sans serrer dans son poing puissant et velu un élégant parapluie de toute première qualité, mais presque toujours déroulé. « Permettez, capitaine, lui disait alors, sur un ton plein de déférence, le jeune Jukes, son second, qui l'escortait jusqu'à la passerelle. Et, s'emparant dévotement du riflard, il en secouait les plis, leur redonnait de l'ordre, et, autour de la tige qu'il tenait verticale, les roulait en un rien de temps. Il accomplissait cette cérémonie avec un visage empreint d'une augurale gravité, et M. Salomon Root, le mécanicien en chef, qui envoyait la fumée de son cigare du matin par-dessus la claire-voie, détournait la tête pour cacher un sourire. « C'est vrai, le sacré riflard !»« Merci bien, Jukes, merci, grommelait le capitaine McWhirr, cordialement, sans lever les yeux, en reprenant le parapluie. N'ayant d'imagination que tout juste ce qu'il en fallait pour le porter d'un jour à l'autre, et pas plus, il demeurait tranquillement sûr de lui, sans pourtant jamais se monter le cou. C'est l'imagination qui nous rend susceptibles, arrogants et difficiles à contenter. Tout navire commandé par le capitaine McWhirr devenait le flottant asile de l'harmonie et de la paix. À vrai dire, les écarts fantaisistes lui étaient aussi interdits que le montage d'un chronomètre aux mécaniciens qui ne pourraient disposer que d'un marteau de 2 livres et d'une scie. Et cependant, ces vies, sans intérêt, entièrement absorbées par l'actualité la plus simple et la plus immédiate, ont leur côté mystérieux. Comment comprendre, dans le cas de McWhirr, par exemple, quelle influence au monde avait bien pu pousser cet enfant parfaitement soumis, ce fils d'un petit épicier de Belfast, à s'enfuir sur la mer? Il n'avait que 15 ans quand il avait fait ce coup-là. Cet exemple suffit, pour peu qu'on y réfléchisse, à suggérer l'idée d'une immense, puissante et invisible main prête à s'abattre sur la fourmilière de notre globe, à saisir chacun de nous par les épaules, à entrechoquer nos têtes et à précipiter dans des directions inattendues et vers d'inconcevables buts nos forces inconscientes. Son père ne lui pardonna jamais complètement cette insubordination stupide. On pouvait bien se passer de lui, avait-il coutume de dire plus tard, mais les affaires sont les affaires, et un fils unique encore. Sa mère versa maintes larmes après sa disparition. Comme l'idée de laisser un mot derrière ne lui était pas venue à l'esprit, il fut pleuré comme mort jusqu'au jour où, 8 mois après, sa première lettre arriva, datée de Talcahuano. Elle était courte, on y lisait. Nous avons eu très beau temps pour la traverser. Évidemment, dans l'esprit de McWhirr fils, la seule nouvelle importante de sa lettre était celle-ci. Son capitaine l'avait, le jour même, inscrit régulièrement comme matelot de pont, matelot de 3e classe, parce que « je sais faire le travail », expliquait-il. La mère pleura de nouveau abondamment. Le père traduisit son émotion par ces mots. « Quel âne que ce Paul !» McWhirr, père, était un homme corpulent qui, jusqu'à la fin de ses jours, exerça contre son fils une ironie latente mêlée d'une ombre de pitié comme envers un être borné.
Les visites de MacQueer, fils, étaient nécessairement rares, mais dans le cours des années qui suivirent, il écrivit parfois à ses parents pour les tenir au courant de ses promotions successives et de mouvements sur le vaste globe. Dans ces missives, on pouvait trouver des phrases comme celle-ci. « Il fait sérieusement chaud ici » ou encore « À 4 heures après-midi, le jour de Noël, nous avons croisé des icebergs. » Les vieux parents apprirent à connaître un grand nombre de noms de navires avec les noms des capitaines qui les commandaient, avec les noms d'armateurs écossais et anglais, un grand nombre de noms de mers, d'océans, de détroits, de promontoires, et les noms de ports étranges aux entrepôts de bois et de charpente, aux entrepôts de riz, aux entrepôts de coton, un grand nombre de noms d'îles et le nom de la fiancée de leur fils. Elle s'appelait Lucie. Il ne lui venait pas à l'idée de dire si ce nom lui semblait joli. Puis, les vieux moururent. Le grand jour du mariage de MacQueer arriva en temps voulu, suivant de près le grand jour où il obtint son premier commandement. Tous ces événements avaient eu lieu nombre d'années avant certains matins où, debout, dans le rouf du vapeur Nanshan, MacQueer considérait la baisse d'un baromètre dont il n'avait aucune raison de se défier. La baisse, étant donné l'excellence de l'instrument, le moment de l'année et la position du navire sur l'écorce terrestre, était certes de mauvais augure. Mais la face rouge de l'homme ne trahissait aucun trouble intérieur. Les présages n'existaient point pour lui, et la signification d'une prophétie ne savait lui apparaître qu'après que l'événement l'avait surpris. Pas d'erreur, c'est une baisse, pensait-il. Il doit faire là-bas un sale temps peu ordinaire. Le Nanshan venant du sud, faisait route vers le port du commerce de Foocheou avec quelques cargaisons dans ses cales et 200 coulis chinois qu'on rapatriait dans les villages de la province de Fokien après plusieurs années de travail dans différentes colonies tropicales. La matinée était belle. La mer d'huile se soulevait et s'abaissait uniformément lisse, et il y avait dans le ciel une extraordinaire tache d'un blanc de brouillard semblable à un halo de soleil. Sur le gaillard d'avant, où s'entassaient les Chinois, parmi le ramassis d'habits sombres, de faces jaunes, de queues de cheveux, luisaient nombre d'épaules nues, car il ne faisait pas de vent et la chaleur était étouffante. Les coulis flânaient, parlaient, fumaient ou regardaient d'un air morne par-dessus la lisse. Quelques-uns, tirant de l'eau le long des flancs du navire, se douchaient mutuellement. Quelques autres dormaient sur les panneaux, d'autres encore, par petits groupes de 6, étaient assis sur leurs talons autour des plateaux de fer chargés de minuscules tasses de thé et d'assiettes de riz. Chacun de ces célestes, sans exception, emportait avec lui tout ce qu'il possédait dans le monde. Une petite malle au coin de cuivre avec un anneau cadenas, renfermant quelques vêtements de cérémonie, des bâtons d'encens, un peu d'opium peut-être, on ne sait quelle vieillerie sans valeur et sans nom, plus un petit trésor de dollars, d'argent, gagné péniblement sur des chalands à charbon, dans des maisons de jeu ou dans le petit négoce, arraché avec peine à la terre, acquis à la sueur de leur front, dans des mines, sur des lignes de chemin de fer, dans la jungle mortelle ou sous le fait de lourds fardeaux, patiemment amassés, gardés avec soin, chéris avec férocité. Vers 10 heures, une houle traversière venant de la direction du détroit de Formose s'était élevée sans déranger beaucoup de ses passagers, car le Nanshan, avec son fond plat, sa ceinture d'accostage et sa grande largeur de mètre couple, méritait sa réputation de tenir exceptionnellement bien la mer. M. Jukes, dans ses moments d'expansion à terre, proclamait bruyamment que la vieille camarade était aussi bonne que belle. Jamais il ne serait venu à l'esprit du capitaine MacQueer d'exprimer son opinion, si favorable qu'elle fût, aussi haut ou en termes aussi fantaisistes. Le Nanshan était incontestablement un bon navire et presque neuf. Il avait été construit à Dumbarton, moins de 3 années auparavant sur les instructions de la maison de commerce Sig et Fils de Siam. Quand il fut mis à flot, parachevé dans ses moindres détails, et prêt à entreprendre le travail de toute sa vie, les constructeurs le contemplèrent avec orgueil. Sig nous a demandé un capitaine de confiance, rappela l'un des associés. Et l'autre, après avoir réfléchi quelque temps, dit « Je crois bien que MacQueer est à terre en ce moment. » « Vous croyez ? Alors,
Télégraphiez-lui immédiatement. C'est l'homme qu'il nous faut, déclara l'aîné sans un moment d'hésitation. Le matin suivant, Macqueer se tenait devant eux, imperturbable. Il avait quitté Londres par l'express de minuit, après des adieux brusqués à sa femme. « Il ne serait pas mauvais que nous allions inspecter le navire ensemble, capitaine, dit l'aîné des associés. » Et les trois hommes se mirent en route pour examiner les perfections du Nanshan, de l'étrave à la poupe, de la carlingue aux pommes de ses deux mâts trapus. Le capitaine Macqueer avait commencé par ôter son paletot qu'il accrocha à l'extrémité d'un petit treuil à vapeur, synthèse des raffinements les plus modernes. « Mon oncle a écrit hier pour vous recommander à nos bons amis. Monsieur Sigg, vous savez bien, et ils vous laisseront sans doute le commandement, dit le plus jeune des associés. Vous pourrez vous vanter de commander le plus docile navire de ce tonnage qu'on puisse voir sur les côtes de Chine, capitaine, ajouta-t-il. Croyez ? Merci bien, bredouilla confusément Macqueer. Devant les éventualités lointaines, il demeurait aussi indifférent qu'un touriste myope devant la beauté d'un vaste paysage, et ses yeux, au même moment se posant par hasard sur la serrure de la porte de la cabine, il se dirigea vers celle-ci d'un air absorbé et commença d'en secouer la poignée avec vigueur tout en protestant de sa voix sérieuse et basse. « On ne peut plus se fier aux ouvriers aujourd'hui. Voici une serrure, c'est tout flambant neuf, et ça ne marche pas du tout, ça bloque. Tenez, tenez !» Aussitôt qu'ils se trouvèrent seuls dans leur bureau, à l'autre bout du chantier, « Vous l'avez chanté, l'éloge de cet individu à Sigg, mais j'aimerais savoir ce que vous appréciez en lui, » demanda le neveu avec un léger mépris. « Je reconnais qu'il n'a rien d'un capitaine de roman, si c'est cela que vous voulez dire, » répondit l'aîné sèchement. « Est-ce que le contremaître des menuisiers de Nanshan est dehors ? Entrez, Bates. Comment se fait-il que vous laissiez les hommes de thé vous poser une serrure défectueuse à la porte de la cabine ? Le capitaine l'a remarqué du premier coup. Faites-en mettre une autre tout de suite. Les petites pailles, Bates, les petites pailles. » La serrure fut donc remplacée. Et peu de jours après, le Nanshan s'élançait vers l'est sans que Macqueer eût fait aucune nouvelle remarque au sujet des aménagements, ni qu'on eût entendu proférer un seul mot d'orgueil à propos de son navire, de reconnaissance pour sa nomination ou de satisfaction devant les perspectives de son avenir. De tempérament non plus loquace que taciturne, il trouvait à vrai dire très rarement l'occasion de parler. Restaient naturellement les questions de service, instruction, ordre, etc. Mais le passé étant, à ses yeux, bien passé, et le futur n'étant pas encore, il estimait que les menus événements de chaque jour ne méritaient pas le plus souvent de commentaires et que les faits parlent d'eux-mêmes avec une insurpassable précision. Le vieux monsieur Sigg aimait les hommes de peu de mots, ceux qu'on est sûr qu'ils ne chercheront pas à brocher sur les instructions. Macqueer, qui possédait les qualités requises, fut maintenu au commandement du Nanshan, dont il dirigeait par les mers de Chine les courses précautionneuses. Le navire avait été déclaré et inscrit sur le registre maritime britannique, mais au bout d'un certain temps, M. Sigg avait jugé plus expédient de le transférer sous les couleurs siamoises. À la nouvelle du transfert projeté, Jukes s'agita comme sous le coup d'un affront personnel. Il se promenait en grommelant et en faisant entendre de petits ricanements de mépris. « Non, mais vous nous voyez avec un grotesque éléphant d'arche de Noé sur le pavillon du navire, dit-il une fois à la porte de la chambre des machines. Je veux être pendu si je supporte ça. Je leur collerai ma démission. Est-ce que ça ne vous dégoûte pas, vous, monsieur Root ?» Le chef mécanicien se contenta de s'éclaircir la voix de l'air d'un homme qui sait ce que coller sa démission veut dire. La première fois que le nouveau pavillon flotta à l'arrière du Nanshan, Jukes le contempla amèrement de la passerelle. Il lutta quelque temps avec ses sentiments, puis remarqua. « Cocasse tout de même de se balader sous un pavillon pareil. Trouvez pas, capitaine ? » « Qu'est-ce qui lui manque à ce pavillon ?» demanda le capitaine. « Je le trouve tout à fait correct, moi. » Il se dirigea vers l'extrémité de la passerelle pour le mieux voir. « Eh bien, moi je le trouve cocasse !» cria Jukes outré en quittant brusquement la passerelle. Le capitaine Macqueer fut consterné par une telle façon d'agir. Peu de temps après, il entra tranquillement dans le Rouf et ouvrit le Code international des signaux à la planche où les pavillons de toutes les nations étaient dûment représentés en rang de couleurs voyantes.
Il fit courir son doigt le long des rangs, et lorsqu'il arriva au Siam, il contempla avec une grande attention le champ rouge et l'éléphant blanc. Rien n'était plus simple, mais afin de s'assurer davantage, il emporta le livre sur la passerelle. Il voulait comparer le dessin colorié à l'objet réel qui flottait au mât de pavillon d'arrière. Quand Jukes, qui s'acquitta ce jour-là de son service avec une espèce de fureur réprimée, se trouva de nouveau sur la passerelle, son capitaine lui dit « Il n'y manque rien à ce drapeau. »« N'y manque rien » marmotta Jukes en se jetant à genoux devant un caisson d'où il sortit rageusement une ligne de sonde de rechange. « Non, j'ai cherché dans le livre, le battant 2 fois le guindon et l'éléphant exactement dans le milieu. Je me doutais bien qu'à terre, on saurait fabriquer le pavillon local. Cela va de soi. C'est vous qui êtes dans l'erreur, Jukes. »« Eh bien, capitaine, » commença Jukes en se relevant d'un bond, « tout ce que je puis dire !» Et ses mains tremblantes s'exaspéraient à démêler la glaine du fil de sonde. « ça va bien, reprit le capitaine en manière d'apaisement. Il était pesamment assis sur un petit pliant de toile qu'il affectionnait spécialement. « Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre soin qu'ils ne hissent pas l'éléphant, la tête en bas, tant qu'ils n'y sont pas tout à fait habitués. » Jukes lança la nouvelle ligne de sonde sur le gaillard d'avant et bruyamment. « Oh là, maître d'équipage, ayez bien soin qu'elle trempe entièrement. » Puis il se retourna vers son capitaine avec résolution. Mais McWhirr, en étendant confortablement ses coudes sur la rambarde de la passerelle, continuait. « Parce que je suppose que ça serait interprété comme un signal de détresse, qu'en pensez-vous? Moi, j'imagine que l'éléphant représente quelque chose comme le Union Jack dans le pavillon. »« Ah, vous croyez » glapit Jukes, d'une telle voix que toutes les têtes sur le pont de Nanshan se retournèrent. Alors il poussa un soupir, puis soudain résigné. « Pour sûr que ça ferait un sacré signal de détresse, conclut-il débonnairement. Plus tard, le même jour, il accosta le chef mécanicien avec un confidentiel. « Écoutez, que je vous raconte la dernière du vieux. » Monsieur Salomon Root, que l'on nommait communément Sal le Long ou le Vieux Sal ou Père Root, se trouvait presque invariablement l'homme le plus grand à bord de tous les navires sur lesquels il servait, d'où l'habitude qu'il avait prise de se pencher avec condescendance et flegme vers ses interlocuteurs. Ses cheveux étaient rares et couleur sable, ses joues plates étaient décolorées ainsi que ses poignets osseux et ses longues mains d'homme d'étude, comme s'il eût vécu dans l'ombre toute sa vie.